Donc on reprend toujours fameuse discussion contradictoire entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon dans le Talmud au sujet de Rome. Donc on s'était arrêté la dernière fois à l'idée que donc Rabbi Shimon, condamné à mort par Rome parce qu'il dénonce au fond à travers cette figure de la civilisation une civilisation des maîtres qui assujettissent les gens à leur propre jouissance et au fond est une civilisation de brigands. Bon. Mais lui-même, étant condamné à mort, se trouve hors la loi, se réfugie dans une caverne et on voit que cette position paraît l'identifier à la figure du brigand. Et on a vu dans un texte de Lordon qu'il distinguait au fond deux types de brigands ou deux types de hors-la-loi. Le hors-la-loi qui au fond est complètement homogène à l'imaginaire de l'ordre dominant, en l'occurrence l'imaginaire, aujourd'hui l'imaginaire néolibéral. Et un brigand qui est old school, en l'occurrence il évoque Mesrine ou ses lieutenants, qui eux se voulaient hors la loi et voulaient affirmer une existence non seulement hors la loi mais hors de l'imaginaire de la société. Et on a vu que Benjamin, dans Critique de la violence, évoque ce qu'a de grand aux yeux du peuple, cette figure de la violence hors la loi, indépendamment de la question de ses fins, comme pure affirmation et comme une forme d'insoumission. Et certes, la grandeur du brigand, s'il y en a une, réside dans cette forme d'insoumission. Alors, insoumission à quoi ? Dans le Capital, 8e section, chapitre 28, Marx évoque les expropriations de paysans chassés des terres communales au XVe siècle, et comment toute une classe de paysans va se retrouver jetée sur les rues, vont se retrouver des vagabonds, et comment donc une sorte de classe bourgeoise en train de se constituer, ils vont édicter des lois extrêmement répressives contre ces vagabonds. Donc c'est une mise au pas extrêmement violente de la force de travail par l'intermédiaire de ces lois. Et il a cette formule un peu conclusive: c'est ainsi que la population des campagnes, violemment expropriée et réduite au vagabondage, a été rompue à la discipline qu'exige le système du salariat par des lois d'un terrorisme grotesque, par le fouet, la marque au fer rouge, la torture et l'esclavage. Alors il est évident que le brigand, sa grandeur, réside dans le fait de ne pas se soumettre à cet ordre-là. Cela dit, et donc, si le brigand, lui, va constituer une société de maîtres qui reproduisent le même type de domination, de manière encore plus violente, finalement, on n'a pas avancé, on a perdu. On a au contraire une forme de violence, là, complètement décomplexée, avec le racket, prostitution, proxénétisme, trafic d'êtres humains, etc. La question, c'est qu'il pourrait exister une autre forme de banditisme que Eric Hobsbawm a appelé le banditisme social. Et donc, c'est un livre qui s'appelle Les bandits, donc de Hobsbawm, paru dans l'édition La Découverte dans l'excellente collection Zone, que dirige notre ami Grégoire Chamaillot. Et donc on va étudier un peu la question de ce banditisme social à travers trois extraits de ce livre. Donc notre question, c'est au fond, est-ce qu'il y a un banditisme qui incarnerait une forme de bien ou d'idéal, de
transformation sociale, type, au fond, la figure paradigmatique, classique de ce bandit social, c'est évidemment Robin des Bois. Alors, manière dont il le définit, page 27, il évoque l'élément social du banditisme, qu'il définit ainsi, qui prend fait et cause en faveur du faible contre le fort, du pauvre contre le riche, et de l'individu assoiffé de justice contre la domination inique. Voilà ce qu'est le bandit social. Et sa question, quelle place ce bandit social-là occupe dans l'histoire du banditisme, sachant que c'est une histoire où les bandits apparaissent comme des hommes de pouvoir, logiquement attirés vers l'univers du pouvoir. Alors, ce qui m'intéresse dans la définition de cet élément social du banditisme que donne Hobsbawm, c'est que ça ressemble beaucoup à l'idéal du policier, au fond. Parce que qu'est-ce qu'un bon policier? C'est celui qui prend fait et cause en faveur du faible contre le fort, du pauvre contre le riche, et de l'individu assoiffé de justice contre la domination inique. Ça devrait être ça, un bon policier. Pour l'enfant qui s'identifie à la police, c'est à ça qu'il s'identifie. Et donc, c'est intéressant cette identité structurelle entre le bon bandit et le bon flic. De la même manière qu'au fond, il y a une identité entre, dans la dénonciation de Rabbi Shimon, entre la figure du brigand et la figure du policier romain, de la même manière, il y a une forme d'identité structurelle entre le bon bandit et le bon flic. Alors la question, évidemment, c'est que c'est à mon sens, les limites du banditisme sont également les limites de la police. Et c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble, en poursuivant le texte plus loin de Hobsbawm, son étude sur les bandits. Et page 39, je vous lis un texte donc, qui concerne la question ici de savoir quelle est la connexion entre le banditisme social et les figures progressistes révolutionnaires. Le programme des bandits, dans la mesure où ils en ont, consiste à maintenir ou à rétablir l'ordre traditionnel des choses comme elles doivent être, c'est-à-dire dans les sociétés traditionnelles, comme on croit qu'elles ont été dans un passé réel ou mythique. Les bandits redressent les torts et corrigent ou vengent les injustices selon des critères généraux de justice et d'honnêteté dans les rapports entre les hommes en général, et tout particulièrement entre les riches et les pauvres, les forts et les faibles. C'est là une ambition modeste, car ils laissent les riches exploiter les pauvres, sauf si leur pratique ne relève pas de ce qui est traditionnellement reconnu comme l'honnêteté. Et les forts opprimer les faibles, à condition qu'ils restent dans les limites de ce qui est défini comme équitable et qu'ils respectent leurs devoirs sociaux et moraux. Ils ne demandent pas la suppression des seigneurs ou même l'abolition du droit de cuissage. Ils exigent simplement que les seigneurs, quand ils l'exercent, n'essaient pas de se soustraire à l'obligation de donner une éducation à leurs bâtards. En ce sens, les bandits sociaux ne sont pas des révolutionnaires, mais des réformistes. Je pense que la conclusion est un peu étrange parce que ce ne sont ni des révolutionnaires ni des réformistes, ce sont au fond des conservateurs, les bandits. C'est restituer l'ordre traditionnel lorsqu'il est corrompu par les mauvais agissements de maîtres qui s'avèrent iniques, non pas parce qu'ils sont maîtres, mais parce qu'ils exercent leur domination de manière inique. Mais la structure de la domination n'est pas remise en cause en tant que telle. Donc c'est une forme de conservatisme social, et non pas, ce ne sont pas des réformateurs. Je continue le texte. Néanmoins, qu'ils soient réformistes ou révolutionnaires, donc j'ajouterai ou conservateurs, le banditisme ne constitue pas un mouvement social. Il peut tenir lieu de substitut, par exemple quand les paysans prennent pour champions des Robins des Bois qu'ils admirent parce qu'eux-mêmes n'ont pas d'activité plus positive, ou quand le banditisme, en s'institutionnalisant dans un secteur dur et combatif de la paysannerie, empêche le développement d'autres formes de lutte. Ce phénomène n'a pas été démontré, mais il y a lieu de penser qu'il existe. C'est ainsi qu'au Pérou, les pressions exercées par la paysannerie en faveur d'une réforme agraire étaient, et restent en 1971, infiniment plus faibles dans les départements de Huánuco et d'Apurímac, où les problèmes agraires n'étaient pas moins aigus qu'ailleurs, mais où le vol de bétail et le brigandage constituaient, et constituent toujours, une vieille tradition profondément enracinée. Ici, ce qu'on voit, c'est que
le brigandage fait obstacle au désir de réforme agraire. Parce qu'il va, en quelque sorte, rétablir l'équilibre et donc le perpétuer. L'équilibre étant celui de la domination des grands propriétaires sur les petits paysans. Alors qu'un mouvement social authentiquement progressiste, il est instruit et habité par l'idée d'une transformation de cet équilibre dans le sens de la justice. Et donc, en l'occurrence, par la réforme agraire. Alors, il y a un autre texte, à mon avis, tout à fait essentiel, qui poursuit la même démonstration. Là, c'est plus loin, donc page 126, c'est un peu une forme de conclusion, où, dans le cas de la Révolution mexicaine, il oppose Pancho Villa, le bandit, le bon bandit, banditisme social de Pancho Villa, à Zapata, figure du révolutionnaire. La Révolution mexicaine comprenait deux grandes composantes paysannes. Dans le nord, le mouvement de Pancho Villa, par excellence le genre de mouvement dont les bandits constituent la base. Et à Morelos, l'agitation agraire dirigée par Zapata, et qui n'avait aucun point commun avec le banditisme. Sur le plan militaire, Villa joua un rôle infiniment plus important à l'échelon national, mais ce rôle ne modifia ni le Mexique, ni même le Nord-Ouest, le fief même de Villa. Le mouvement de Zapata était uniquement régional, son chef fut tué en 1919, et ses forces militaires n'étaient pas très importantes. C'est pourtant ce mouvement qui introduisit la réforme agraire dans la Révolution mexicaine. Les bandits fournirent un caudillo possible et une légende, celle, et ce n'est pas son moindre aspect, du seul chef mexicain qui est tenté, en notre siècle, d'envahir la terre des gringos. Mais le mouvement paysan de Morelos produisit une révolution sociale, l'une des trois qui soit digne de ce nom dans l'histoire de l'Amérique latine. On voit bien la différence entre Pancho Villa et Zapata. C'est que le banditisme social, fut-il social, n'est pas instruit, n'est pas porteur d'une idée. Alors que le mouvement social, le mouvement révolutionnaire de Zapata est porteur d'une idée. Et que, évidemment, les réussites, en quelque sorte militaires de Pancho Villa, correspondent aussi à la force du banditisme qui, par ses structures très hiérarchisées, favorise aussi une efficacité militaire. Mais, en termes de transformation sociale, non. Parce que le banditisme n'est pas instruit par cette idée-là. Donc c'est en ce sens que la position de Rabbi Shimon, dans la caverne, tout entier orientée par la question au fond de ce que j'appellerais ici l'idée, n'a rien à voir avec la figure du bandit. Et en ce sens-là, donc, on voit que le banditisme social est à l'image de la police, fut-elle une police idéale, celle qui prend la défense du faible contre le fort, du pauvre contre le riche, qui lutte contre la domination inique, mais ça reste une force conservatrice, de même que le banditisme. Donc, le véritable hors-la-loi, celui qui est véritablement hors la loi du monde, alors comme le montrait Badiou dans le texte que j'évoquais la dernière fois, ou comme Rabbi Shimon, c'est celui, évidemment, ou le philosophe dans le cas de Badiou, ou dans le cas de Rabbi Shimon, le kabbaliste. Bon. Mais évidemment, une kabbale qui soit instruite par cette discussion contradictoire Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, qui est la matrice de l'affaire. C'est pour ça qu'on passe du temps dessus. Alors évidemment, c'est en ça que je suis en désaccord avec Lordon et avec d'autres du reste, parce que Mesrine, c'était prendre l'argent aux riches. Bon, mais son projet c'était de prendre le fric. Moi, ça m'évoque beaucoup cette histoire du bandit de Mesrine. Caractère sympathique, c'est le caractère sympathique d'un type comme Bernard Tapie. Je me souviens d'avoir lu quelque part dans un journal que lorsque, suite à une de ses faillites, on avait réquisitionné son hôtel particulier. Et les meubles, il voyait passer devant lui le siège le fauteuil de Marie-Antoinette qu'il avait acheté. Et donc les huissiers prenaient. Et il aurait eu cette formule,
je m'en fous, au moins j'ai fait asseoir ma mère sur le fauteuil de Marie-Antoinette. C'est une revanche sociale, mais mais ça reste ça l'idéal, quoi. C'est s'asseoir sur le fauteuil de Marie-Antoinette. On voit bien au fond comment on ne sort pas de l'imaginaire dominant. Alors, qu'est-ce qu'être authentiquement hors la loi? Alors, pour en proposer l'idée, je voudrais m'inspirer d'une conférence que j'ai suivie par celui qui dirigeait à l'époque une organisation non gouvernementale qui s'appelle le Comité catholique contre la faim et le développement, contre la faim et pour le développement, qui était dirigé donc par Xavier Ricard, et qui avait fait une étude. Ils avaient fait une étude des sociétés civiles dans le monde, du dynamisme des sociétés civiles dans le monde, et cherchaient à faire un tableau pour trouver des indicateurs du dynamisme des sociétés civiles dans le monde. Et leurs indicateurs étaient notamment les deux critères suivants. Donc c'était d'une part des formes d'organisation de la société civile qui soient à but non lucratif et sans coercition. Donc une libre association des gens dans un but non lucratif. Et voilà qui me paraît être une manière d'appréhender ce qu'est des formes d'organisation hors la loi du monde, hors la loi dominante du monde. Et dont on voit immédiatement à quel point elle est l'antithèse du banditisme, que ce soit sous la forme de la paix ou sous la forme, pour reprendre le texte talmudique, de la domination romaine. Donc pour revenir à cette discussion dans le Talmud, donc Rome sait réguler la recherche du profit, mais une régulation qui est au fond au service d'une classe de propriétaires dirigeants, des maîtres. Le brigandage sous la forme de la pègre, la mafia, c'est la dérégulation de la recherche du profit. Une recherche sauvage du profit. Et où on retrouve aussi la classe des maîtres. Et d'ailleurs, à ce propos, pour en donner un exemple un peu concret, je vais vous citer un entretien donc ce fameux reportage qu'évoquait Frédéric Lordon sur les cahiers des cités, le nouveau grand banditisme. Donc il est visible sur Internet. Et il y a un entretien dans une cage d'escalier de quelqu'un qui se présente comme un semi-grossiste dans la vente de drogue. Et donc la voix off le présente en ces termes. Il a débuté par du deal dans la rue à l'âge de 15 ans, avant de gravir tous les échelons. Déjà, le comment on dit celui qui se fait tout seul. Voilà, self-made man. L'histoire, on est déjà dans l'histoire classique de celui qui a commencé par vendre des cajots, puis ensuite il est à la tête d'une très grosse entreprise de fruits et légumes, bref. Et donc ils les reçoivent dans une cage d'escalier anonyme. Alors voilà ce qu'il dit. Donc il est cagoulé dans une cage d'escalier dans une cité de banlieue. Je suis le mec qui alimente les quartiers. Je suis un semi-grossiste. J'ai affaire directement aux go-fast. Les go-fast, ce sont ceux qui vont chercher la drogue dans des voitures extrêmement rapides. Je suis tout le temps approvisionné et ça marche très bien. Dans le milieu, dans la rue, on a des guetteurs. On a des gens qui travaillent pour nous. On a des gens qui sont payés pour surveiller la police. On a les moyens financiers. On a les moyens techniques. On a les moyens en véhicule. On a les moyens en tout. Surtout, on a les moyens humains. On en a 150 000 des soldats, il suffit de leur donner un peu d'oseille et ils font ce qu'on veut. Donc, vraiment hiérarchisé, pyramidal et exploitation de la main-d'œuvre
à bon marché. On est tout à fait dans la figure, dans l'imaginaire, comme dit néolibéral, dans l'imaginaire de la libre entreprise. Finalement. Alors ensuite, on lui demande est-ce que c'est un métier dangereux? Alors il dit c'est un métier dangereux, mais tout est dangereux, rien n'est pas dangereux, mais on sait comment y remédier. Il y a des parades. Quand ça devient très dangereux, il faut sortir les armes. On a une petite arme pour les citer, par contre, on a des calibres un peu plus gros au cas où il faut faire des expéditions punitives. Bon. Là aussi, les expéditions punitives, ce sont des phénomènes qu'on retrouve à l'échelle internationale, le brigandage d'État. Alors il sort une arme, c'est quoi ça? Et il répond, c'est un Uzi, c'est israélien, c'est un pistolet mitrailleur avec un chargeur de 30 balles. C'est ce qu'on appelle un petit jouet, c'est maniable, ça tire tout seul. Pour une cité, c'est très bien, c'est obligatoire. C'est comme les chaussures de sécurité dans une entreprise, c'est pareil. Voilà, donc c'est très 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 parlant. Très parlant. C'est très parlant. Ça fait 20 minutes. Ouais, je continue un peu. Donc, brigandage, nous disions, c'est la dérégulation de la recherche du profit. Alors, non, Rabbi Shimon, évidemment, ce qu'il dit, c'est que Rome, c'est un brigandage maquillé, un brigandage policé. Mais ça reste structurellement, essentiellement la même chose. Et donc, pour résumer la position de Rabbi Shimon au sujet de Rome, je vous évoque rapidement un souvenir d'enfance, une lecture d'enfance de Astérix et Obélix. Lorsque, dans un des épisodes, je ne me souviens plus lequel, le druide prend un menhir sur la tête, il devient fou. Et c'est comme c'est le druide qui fait la potion magique, il faut le soigner. Donc il l'amène chez un autre druide au fin fond de la forêt, qui soigne les gens devenus fous. Et donc ils sont dans la salle d'attente. Et il y a un type qui se prend pour un chien, il rentre chez le druide, et il ressort en marchant. Alors ensuite vient leur tour, et ils disent, mais t'es vraiment un type génial, parce qu'il se prenait pour un chien, et en 2 secondes il est ressorti, c'est un homme. Et le druide qui leur dit, non, non, pas du tout, c'était un cas incurable, je lui ai appris à faire le beau. Effectivement, le type est comme ça. Et donc, la position de Rabbi Shimon, c'est que Rome, c'est un brigandage policé maquillé, c'est-à-dire, en fait, c'est des chiens, mais ils font les beaux. On n'a pas la figure de l'humain. Et en ce sens-là, on revient à notre point de départ, pour finir, qui est la question du tikkun. On voit ici que, dans ce sens-là, le tikkun, c'est évidemment restituer la forme de l'humain, de l'Adam. Retrouver la question de l'humanité. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je me suis un peu trompé dans les paroles de Bob Abanaï, que j'évoquais, parce que c'est pas Bobo Banaï, c'est Bob Abanaï, et c'est pas Yoder Letaken, c'est Natsliar Letaken. Nous réussissons à réparer. Alors, Bob Abanaï, figure contemporaine de Rabbi Shimon. Alors, je voudrais, pour conclure, donner un exemple d'un Bob Abanaï contemporain. Alors, c'est dans David Dufresne, Tarnac, magasin général. Il ramène, donc dans son étude, il ramène beaucoup de procès-verbaux du procès donc dans l'affaire, enfin de l'instruction dans l'affaire Tarnac. Et il y a ce passage tout à fait intéressant dans une comparution, audition de Julien Coupat par le juge Thierry Fragnoli, qui était donc le juge d'instruction. Et Coupat dit la chose suivante. Toutes les auditions ont visé très manifestement à créditer la thèse selon laquelle je serais le chef, le gourou d'une soi-disant organisation anarcho-autonome. Il faudra m'expliquer le paradoxe. Je serais le chef, c'est-à-dire celui qui nie l'autonomie d'un groupe de gens qui sont réputés autonomes. Ce paradoxe est vraiment
c'est le point de faille, c'est-à-dire c'est le point de dialectisation. Parce que la structure pyramidale est évidemment à la fois ce qui va... c'est l'identité structurelle entre les formes de brigandage étatique et les formes de brigandage non étatique. Je me souviens aussi d'un documentaire sur la lutte du FBI contre la mafia américaine, et où un gars du FBI expliquait qu'il s'était rendu compte en étudiant le fonctionnement de la mafia qu'en réalité leur organisation, la structure organisationnelle de la mafia ressemblait très étrangement à la structure organisationnelle du FBI. Et c'est aussi des choses qu'on retrouve évidemment dans les structures des grandes entreprises. Et c'est évidemment ce que le juge projette sur les gens qui l'interrogent, sur ce groupe-là. Ça doit être structuré comme lui s'imagine que doit être structuré les choses. Et c'est le point de contradiction qui lui échappe, parce que c'est hors sa logique, hors sa loi. Et en ce sens-là, je vous propose un petit schéma très simple. Je propose de voir comme ça. Je vais me dire si ça passe à la caméra. Quelle est la structure? Elle est très simple. Voilà. C'est ça sa structure mentale. C'est la structure mentale aussi d'un type du FBI et d'un mafiosi. Et d'un chef d'entreprise, etc. Alors, quel est le point de dialectisation? Je propose, tout simplement, ça pourrait être le renverser, mais en réalité, le véritable point de dialectisation, c'est d'opérer l'autre triangle. Voilà. Ça, c'est le point de dialectisation. Alors, pour pas en rester à un signe qui est aujourd'hui arraisonné par un appareil d'État, dont on comprend bien qu'il est aujourd'hui la figure du policier romain en Israël. Alors, c'est un signe, ce sigle-là, donc la Magen David, il faut en restituer le sens originaire. C'est aussi le tikkun, pour l'arracher à la figure étatique qui en est la négation. Alors, pour faire entendre, je vais vous lire un texte à nos amis, un passage, voilà, qui nous fera réentendre le sens originaire. Et c'est un passage où sont rapportés les propos d'un camarade égyptien à Place Tahrir. Place Tahrir, on dit Tahrir, au Caire. Jamais le Caire n'a été aussi vivant que durant la première place Tahrir. Puisque plus rien ne fonctionnait, chacun prenait soin de ce qui l'entourait. Les gens se chargeaient des ordures, balayaient eux-mêmes le trottoir et parfois même le repeignaient. Dessinaient des fresques sur les murs, se souciaient les uns des autres. Même la circulation était devenue miraculeusement fluide depuis qu'il n'y avait plus d'agents de circulation. Ce dont nous nous sommes soudain rendus compte, c'est que nous avions été expropriés des gestes les plus simples, ceux qui font que la ville est à nous et que nous lui appartenons. Place Tahrir, les gens arrivaient et spontanément se demandaient à quoi ils pouvaient aider. Ils allaient à la cuisine, brancardaient les blessés, préparaient des banderoles, des boucliers, des lance-pierres, discutaient, inventaient des chansons. On s'est rendu compte que l'organisation étatique était en fait la désorganisation maximale, parce qu'elle reposait sur la négation de la faculté humaine de s'organiser. Place Tahrir, personne ne donnait d'ordre.
Évidemment que si quelqu'un s'était mis en tête d'organiser tout cela, ce serait immédiatement devenu le chaos. Conclu là-dessus, on va pas gloser. C'est pas mal, hein.